Pendant longtemps, tout semblait joué d'avance. Interdite, marginalisée, ignorée par les institutions, la langue des signes aurait pu disparaître. Et pourtant, elle est toujours là. Non pas par miracle, mais grâce à une série de résistances, de décisions discrètes et de combats souvent invisibles. Car chaque obstacle rencontré a fini par être contourné, affaibli ou renversé. Comprendre comment ces obstacles ont été surmontés, c'est comprendre pourquoi la langue des signes existe encore aujourd'hui. Solution numéro 1. La création des espaces de rencontre. La première réponse à l'isolement des personnes sourdes a été la création de lieux de rencontre. Progressivement, des internats, des foyers spécialisés et des associations ont permis aux sourds de se regrouper. Ces espaces ont brisé la solitude individuelle et rendu possible des échanges réguliers. En se retrouvant, les personnes sourdes ont pu partager leurs gestes, les affiner et les transmettre. La langue des signes a ainsi cessé d'être une pratique isolée pour devenir une langue vécue collectivement. Solution numéro 2. L'unification des gestes locaux et fragmentés. La fragmentation des gestes a été surmontée grâce à la rencontre entre différentes communautés sourdes. Lorsque des enfants venus de régions différentes se retrouvent dans les mêmes établissements, leur système gestuel entre en contact. Certains signes disparaissent, d'autres s'imposent naturellement. Ce processus lent mais constant permet l'émergence de conventions communes. Peu à peu, une langue partagée se forme, capable de dépasser les frontières familiales ou locales. Solution numéro 3. La naissance des premières écoles dédiées. L'ouverture d'écoles spécialisées marque un tournant décisif. À partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, des éducateurs reconnaissent que les enfants sourds peuvent apprendre collectivement. Ces écoles offrent un cadre stable où la langue des signes peut se développer sur plusieurs générations. L'enseignement structuré remplace la transmission fragile et informelle. Pour la première fois, la langue des signes bénéficie d'un espace durable pour évoluer et s'enrichir. Solution numéro 4. La réhabilitation des gestes comme langage légitime. La méfiance envers les gestes commence à reculer lorsque certains éducateurs observent leur efficacité. Ils constatent que les enfants sourds comprennent, raisonnent et s'expriment pleinement par les signes. Cette réalité contredit l'idée que la parole serait la seule voie vers l'intelligence. Peu à peu, les gestes cessent d'être perçus comme primitifs. Ils sont reconnus comme un véritable moyen d'expression, capable de transmettre des idées complexes. Solution numéro 5. La résistance à la domination de l'oralisme. Face à l'imposition de l'oralisme, les communautés sourdes développent des stratégies de résistance. Malgré l'interdiction officielle, les signes continuent d'être utilisés en dehors des salles de classe. Les élèves se transmettent la langue entre eux, souvent en cachette. Cette persistance empêche la rupture totale de la transmission. Même marginalisée, la langue des signes survit grâce à ceux qui refusent de renoncer à leur mode de communication naturel. Solution numéro 6. Le contournement des décisions du Congrès de Milan. Les résolutions du Congrès de Milan ne mettent pas fin à la langue des signes, contrairement à leurs intentions. En excluant les enseignants sourds, ce congrès renforce involontairement la solidarité au sein des communautés sourdes. Celles-ci se replient sur leur propre réseau. La langue continue de circuler hors des institutions officielles. Cette transmission parallèle prépare le terrain pour une future remise en question des décisions prises en 1880. Solution numéro 7. Un maintien silencieux face aux conséquences de l'interdiction. Après l'interdiction, la langue des signes change de statut. Elle n'est plus visible, mais elle n'est pas morte. Dans les internats et les espaces privés, les signes deviennent un langage discret, parfois secret. Cette clandestinité protège la langue de l'effacement total. Même affaiblie, elle conserve ses structures essentielles. Ce maintien silencieux permet à la langue de rester vivante jusqu'à des temps plus favorables. Solution numéro 8. L'action collective contre la marginalisation sociale. La marginalisation sociale est progressivement remise en cause par l'action collective. Des associations de sourds se forment pour défendre leurs droits.
Elle revendique l'accès à l'éducation, au travail et à la reconnaissance culturelle. En affirmant leur identité linguistique, les personnes sourdes changent le regard de la société. La langue des signes devient un symbole de dignité et non plus un signe de déficience. Solution numéro 9. L'obtention d'une reconnaissance linguistique. La reconnaissance scientifique constitue une avancée décisive. Au XXe siècle, des linguistes démontrent que les langues des signes possèdent une grammaire, une syntaxe et une richesse comparables aux langues orales. Ces travaux transforment profondément leur statut. La langue des signes cesse d'être considérée comme une simple gestuelle. Elle devient une langue à part entière, ouvrant la voie à une reconnaissance juridique et institutionnelle. Solution numéro 10. La sortie de la clandestinité et la renaissance. La sortie de la clandestinité marque la renaissance de la langue des signes. Grâce aux luttes militantes, aux recherches scientifiques et aux évolutions sociales, elle réintègre progressivement l'espace public. Elle revient dans les écoles, les médias et les institutions. Cette reconnaissance tardive révèle la force de la langue et de ceux qui l'ont protégée. Après avoir survécu à tous les obstacles, la langue des signes s'impose enfin durablement. L'histoire de la langue des signes n'est ni simple, ni linéaire. Elle est faite d'obstacles, d'interdictions et de résistances silencieuses. Dans cette série, nous avons vu comment la langue des signes est née, comment elle a été combattue, puis comment elle a survécu. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous pour découvrir chaque semaine l'origine fascinante de ce qui façonne notre monde.